Alors, si assemblé pour ce cours de maître du crime. Alors, les cours de maître, c'est un format qu'on a créé pour donner un espace au-delà du séminaire habituel. Je fais telle approche, je fais tel objet, pour suivre un petit peu l'évolution intellectuelle des grands chercheurs dans notre domaine. De voir cette interface entre leur évolution intellectuelle, les approches théoriques, le contexte social. Libre à vous à déterminer exactement comment l'aborder et à quel moment vous créez des plages de discussion. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment Philippe Bernoult, c'est un des grands sociologues du travail en France. On a connu ses ouvrages de multiples façons. On a eu le plaisir de sa présence à différents moments par le passé, notamment lors du colloque franco-québécois sur les relations professionnelles. Mais au-delà de ça, on suit toujours l'intérêt des travaux de Philippe. Philippe, un des fondateurs du GLISI, le groupe lyonnais de sociologie industrielle, qui, par la suite, a étudié l'organisation et l'entreprise de multiples façons. Et je pense que c'est justement l'intention de Philippe de nous expliquer en plus cette évolution. Alors, merci d'être là. Non, merci à vous oui, d'être là, à vous, pas à moi. Comment dire, parce que la question posée est une question qui oblige à réfléchir sur son propre itinéraire. Alors, je serais un petit peu en décalage avec tous les sujets passionnants qui sont l'objet de vos travaux actuellement. Mais je pense que c'est pas ça que vous attendiez. Hein. Si j'ai bien compris la demande, c'est, bon, à la limite, comment on devient sociologue et comment on fait ses choix. Voilà. Quels sont les choix que l'on fait et comment on devient sociologue. Alors, c'est une question qui est difficile parce que, et, comme je le disais, elle oblige à regarder son propre parcours. Les raisons pour lesquelles on a fait des choix, qui ne sont pas toujours évidentes, et dans certains cas, on se dit qu'on n'a pas beaucoup de prise sur sa propre carrière. Je crois que, si je réponds à la demande, ce que je crois être la demande, ce que vient de dire Grégor, ça sera sous la forme de la combinaison, je crois. Alors pour les doctorants, ça me paraît tout à fait important, même pour les autres, mais entre notre désir personnel, nos souhaits. Voilà. Max Weber dit le chercheur est guidé par ses propres pistes d'intérêt et qui ne sont pas. Alors que nous essayons toujours de rendre très objectifs. Voilà, on va faire les syndicats internationaux parce que c'est la question d'actualité. C'est vrai. Les syndicats dans tous les sujets que vous avez proposés, l'évolution des gestionnaires, un sujet tout à fait brûlant. Alors on dit on le prend parce qu'il est d'actualité, mais on le prend aussi parce que notre curiosité nous pousse à ça. Et je crois important d'avoir conscience que nous ne sommes pas guidés seulement par des problèmes intellectuels des problèmes d'actualité que nous essayons de résoudre, mais nous sommes guidés aussi par notre propre désir. Alors, au point de départ, quel est mon désir? Ensuite, on va voir que ça va être modelé, alors bien entendu, par l'intérêt des terrains, quoi. Alors, on tombe sur des problèmes qui sont des problèmes d'actualité, et on essaie d'y répondre. Et puis, troisièmement, par une série d'événements qui arrivent, on ne sait pas très bien comment, qui nous échappent, mais c'est la combinaison de ces trois mouvements, le désir personnel. Est-ce qu'il y a dans la carrière qu'on a faite une ligne qui permet de comprendre la logique de tout ça? Quels sont les événements qui ont survenu et qui d'un coup brusquement fait bouger les lignes? Et quels sont les ensembles théoriques auxquels nous avons été affrontés? Vous voyez, il y a une combinaison de trois choses, quoi. Le désir, l'acteur, quoi, pour dire les choses d'une autre manière, les situations, et puis
les ensembles théoriques dans lesquels nous rentrons parce qu'ils nous paraissent plus favorables, mais justement ils nous paraissent favorables parce que ils correspondent à ce que j'appelle notre désir. Voilà. Alors donc, encore une fois, vous obligez le chercheur retraité à se mettre un peu à nu. Bon, ben voilà, ça durera pas trop long. Quelques éléments de biographie. Hein, milieu familial, bourgeoisie moyenne, père ingénieur, études secondaires classiques, puis à la suite de ça, faire quoi? Bon, il se trouve que juste en face du lycée où je suis, il y a HEC. À l'époque, qui est en centre-ville à Paris. Pourquoi pas préparer HEC? C'est pas. Jusque-là, j'ai pas beaucoup de prise. C'est vraiment c'est vraiment hein. Connaissez je sais pas, il y a un proverbe qui dit ça. À 20 ans, on a la gueule qu'on a reçue. À 40 ans, on a la gueule qu'on s'est faite. Je crois qu'il y a ça. Alors à 20 ans, on ne choisit pas trop. Bon, écoute, il y a HEC en face, prépare donc HEC. Alors je prépare HEC, je me fais coller à l'oral d'HEC et je suis reçu dans une école de commerce qui, depuis, est devenue très prestigieuse. À l'époque, je n'avais pas l'impression qu'elle l'était, l'ESSEC. L'ESSEC à Paris, bon, c'est pas mal l'ESSEC. C'est pas mal, sauf que... Alors, là ça c'est le désir personnel, qui n'est pas très personnel. Bon. Et puis, nous sommes dans les années 50, à la fin de la guerre, et à la fin de l'occupation allemande, qui nous a tous marqués. Comment il s'appelle l'historien américain Insurgents France, Stanley Hoffman, non, oui c'est Stanley Hoffman je crois, dit que les gens qui ont vécu cette période-là ne peuvent pas non seulement être influencés, mais y penser tout le temps. On a connu l'occupation allemande et on a été libérés. D'ailleurs par les Canadiens. Le 8 mai 1945, pardonnez-moi, c'est encore une anecdote, mais je descends les Champs-Élysées sur une Jeep canadienne, conduite par un Canadien. On devait être 20 sur sa Jeep. Il ne voyait plus rien, le type. Attention à droite, à gauche. Très bien, voilà. Bon, donc il y a une espèce d'effervescence extraordinaire et ça va marquer les choses. Alors, j'arrive avec l'idéal. Qu'est-ce que c'est cette période? C'est la période de la libération. Enfin, on est libre et enfin, on va construire un monde nouveau. Voilà. Et je tombe dans une école de commerce, alors c'est sûrement pas proche d'HEC, qui est beaucoup mieux que ça, où on m'enseigne la comptabilité et des rudiments de la gestion à l'époque. Et je trouve ça insupportable. Insupportable. À l'époque, non mais, à l'époque, je milite, alors, bourgeois, catholique, quoi, voilà, catholique. Bon, je milite dans des mouvements de jeunesse qui sont des mouvements, comment dire, de rapprochement. Alors c'est ça qui est important aussi. L'événement, c'est que qu'est-ce qui est libération? Qu'est-ce qui va libérer le monde? C'est le monde ouvrier. Nous sommes très marqués par le marxisme. Nous sommes très marqués par, en France, les événements de mai 36, de juin 36, pardon, qui ont été la gauche au pouvoir, etc. Bon. Et alors, le mouvement qui libère le monde, il est en grande partie lié au mouvement ouvrier. On le croit. On le croit. Et donc, il faut aller vers le monde ouvrier. C'est là que se trouve l'avenir de la planète. Vous pouvez dire, bon, ça peut paraître obsolète, mais on y croit vraiment. Hein, on y croit vraiment. Et donc, la comptabilité à l'ESSEC, ça m'emmerde. Bon. Et je ne termine pas la scolarité. Au bout de 2 ans, je m'en vais. Alors, je me fais engueuler par mon père, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Alors là, je me dis, ben, au fond, l'avenir, c'est le monde ouvrier, mais catho, etc. Je vais au séminaire.
ça vous paraît ridicule, mais non, mais je veux dire, De la attention. responsabilité à l'autre. Alors, voilà à quoi il ramène la religion, lui. Méfiez-vous de cet individu. Bon, donc, et puis au bout de quelques années, je me rends compte que c'est pas du tout, c'est une fausse voie. Et alors, quoi, essayer de comprendre la société dans laquelle on est. Et la comprendre, alors attention, parce que les mouvements dans lesquels j'étais, catho de gauche, rapprochement avec le monde ouvrier, des mouvements où ce que j'entends, alors là aussi, attention, ce qu'on entend quand on milite dans un groupe, c'est des choses chaque fois particulières. Et j'entends quoi? J'entends ce qu'il faut regarder de près, c'est la manière dont les gens travaillent, le travail concret, et pas du tout les grands ensembles théoriques. Pas du tout. Et du coup, par exemple, enfin non, j'avais rien tout à l'heure, oui. Pas du tout, par exemple, la théorie de Touraine qui plane, lui. Il a une vision historique mondiale. Alors c'est très intéressant, mais c'est pas ça, tel que je le ressens. C'est pas du tout ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est comment le monde du travail peut être capable concrètement de modifier les choses. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'observation concrète des comportements des individus, des interactions des individus entre eux. Et vous voyez que du coup, mon désir, ça n'est pas du tout, ça ne va pas me porter vers les théories, disons, structuralistes pour dire vite. On est tous marxistes, mais il y a différentes manières d'être marxiste. Marxiste, au sens classique du terme, c'est c'est les structures sociales qu'il faut modifier. Marxiste, au sens où je l'entends, c'est aller vraiment vers le monde ouvrier et voir comment il essaie de se libérer. Et donc, le titre que tu as mis ici, comment les hommes savent résister, ça va être, je crois, le fil conducteur. Le fil conducteur de toutes les observations que je vais faire, enfin bon, toute la carrière, quoi. Comment les hommes savent résister. J'ai pris ça dans une émission de télévision relativement... c'est mis en exergue du dernier livre, 2004. Je trouve ma joie à découvrir comment les hommes savent résister. C'est beau, c'est un... Marc Ferraud, un historien français assez connu, je trouve ma joie à découvrir comment les hommes savent résister, et je crois que c'est ça qui va orienter les choses. Alors, découvrir quelle est la science qui permet le mieux de découvrir comment les hommes savent résister. Alors, pour moi, c'est la sociologie. Très bien. Et donc, fin des années 50, la sociologie, mais du travail, bien entendu. Alors, événement, là aussi, la sociologie travaille en France, fin des années 50. Où est-ce qu'on en parle? Alors, événement, attention, à cette période-là, on enseigne la sociologie dans les facultés de philosophie. Et la sociologie est un certificat de la faculté de philosophie. Ah bon, on va pas passer de l'école de commerce à la philosophie quand même. Alors je trouve un organisme qui s'appelle l'Institut des sciences sociales du travail, peu importe, qui a été créé pour former les syndicalistes comment dirais-je, aux disciplines des mondes du travail. L'Institut des sciences sociales du travail en cours du soir. Et alors là, je trouve effectivement un certificat. Il y avait 4 certificats pour avoir le diplôme. Il y avait économie du travail, sociologie du travail, travail dans les pays en voie de développement et droit du travail. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est comprendre comment les hommes savent résister, craques sociaux du travail. Alors là, au passage, mesdames et messieurs les doctorants, avec qui faites-vous vos thèses? Alors, j'ai des cours. Et je repère, alors j'ai des cours de Touraine, de Crozier, de Jean-Daniel Reynaud. Il est connu un peu, Jean-Daniel Reynaud ici? Oui, bon. Et puis de, je sais plus qui, bon, du Masdier pour les loisirs, etc. Et la personne avec laquelle je me sens en affinité,
a aussi le désir, hein, c'est Reynaud. Jean-Hélène Reynaud, et depuis, alors c'est lui qui va me faire passer mes 2 thèses, hein, en me disant, mais attendez, là, il faut faire une thèse, là, il faut faire une thèse, etc. Et je continue à travailler avec lui. Au passage, on a vraiment des leçons de nos maîtres. Hein. Reynaud est complètement aveugle, et il commence à être physiquement très fatigué. Je lui ai envoyé un projet d'article, écrit avec une doctorante d'ailleurs. Il l'a lu, et quand on a été le voir, il connaissait l'article mieux que nous qui l'avions écrit. Chapeau. Et il se fait lire les trucs, il a une mémoire extraordinaire, il n'y voit rien, et il vous reçoit, et il vous montre que... Bon. Alors, donc, sociologie du travail, et là, je vais donc passer une dizaine d'années à Paris, on dirait maintenant galérer. Je ne sais pas si l'expression ne sont pas aussi, à galérer, alors un contrat avec Reynaud, 2 ans sur les syndicats, sur le syndicalisme ouvrier, et puis une période où il n'y a plus rien. Alors je suis la petite main de la revue Sociologie du travail, je corrige les copies, je corrige les papiers. Bon. Et puis ensuite 2 ans avec Jacques Loutman, syndicaliste patronal, plus ou moins intéressant. Et puis, pour des raisons... oui, alors ces enquêtes sur le syndicalisme ouvrier patronal, la question était intéressante. Les syndicats sont-ils, dans le cadre d'une politique des revenus, des interlocuteurs fiables? Syndicat ouvrier d'abord, syndicat patronal ensuite. Belle question. Si les pouvoirs publics lancent une politique des revenus, est-ce que les syndicats qui vont signer engagent vraiment l'ensemble de leurs mandants? Bon. Alors, la réponse sur le syndicalisme ouvrier est non, et la réponse sur le syndicalisme patronal est non aussi. C'est-à-dire que c'est des organisations qui représentent un certain consensus incontestable, mais qui n'ont pas capacité à faire pression sur leurs mandants pour les engager. Alors c'est sans doute une situation française particulière. Ici, je pense que c'est différent. Ah, bref, bon, il y a donc des articles qui sortent là-dessus et qui du coup confortent le fait que les 2 disciples de Jean-Daniel Reynaud, qui s'appellent Bernoux et Lavorel, paraissent des gens à peu près fiables. Alors ça va être très important parce que en France, je ne sais pas comment c'est ici, en France, si vous voulez avoir des chances sinon de faire carrière, au moins de fonder des laboratoires type CRIMT, il faut avoir une entrée dans la cour des grands. Il faut être connu. Et en France, il faut être connu à Paris. Voilà. Alors il faut être connu de Touraine, de Crozier, de Madras, etc., tout ce que vous voudrez. Et ces quelques années passées à Paris en contrat me font également apparaître comme un homme fiable par rapport au pouvoir public et en sociologie. Et du coup, quand je vais, pour des raisons personnelles, arriver à Lyon, je vais lancer une recherche qui va marquer les choses. Mais auparavant, je m'excuse, j'aurais dû le dire, quand on fait de la sociologie du travail en France, fin des années 50, début des années 60, quels sont les outils qu'on a à sa disposition? Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que nous lisions pour savoir ce qu'était que la sociologie du travail? Alors on lisait la théorie des relations humaines, Maillot-Reutelis-Berger, pas de problème. Et puis on était sec. Il n'y avait pas grand-chose en sociologie du travail. Le traité de sociologie du travail de Friedman-Naville paraît en 1962. Et quand vous commencez des recherches en 50, vous avez quoi à votre disposition? Alors, vous aviez quelque chose... Je vais être un petit peu méchant.
le principal travail de terrain d'Alain Touraine, qui était l'évolution du travail ouvrier aux usines Renault. Alors ça, c'est tout à fait remarquable. Ah, je recommande beaucoup cet ouvrage. Je ne sais plus si paru en 1955. Hein, ça fait quand même plus de 50 ans. Mais alors, il analyse quoi? Il analyse la division du travail dans l'évolution de la division du travail dans les usines Renault. Alors les fameuses 3 phases A, B, C, je ne sais pas si ça dit quelque chose. A, c'est schématiquement l'ouvrier qualifié autonome. Alors il montre comment dans la sidérurgie, l'usine de Renault de sidérurgie, ben, le pivot, c'est le contremaître de fabrication qui est né, qui a progressé par ancienneté et est arrivé comme jeune, je sais pas comment on appelle ça, jeune apprenti dans l'équipe. Et puis il a franchi toutes les étapes. Au début, il allait chercher les fagots qu'on jette à la sortie des laminoirs pour enlever la calamine, un boulot de grouillot, puis progressivement il est monté. Et donc, sa qualification, alors d'où vient la qualification? Elle vient de l'expérience. De l'expérience et en même temps de la capacité à gérer un groupe. Les deux. Alors, Touraine montre que ça, c'est une phase, la phase de A de l'ouvrier qualifié de fabrication. 2, la déqualification du travail est l'ouvrier masse fordien, schématiquement. Hein, et 3, l'automation. Et alors, on a ça à notre disposition. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder dans les ateliers la division du travail. Et, alors, la division du travail, vous pouvez la regarder de 1000 manières différentes. Dans la perspective qui m'intéresse, c'est comment les hommes, qui sont c'est essentiellement des milieux masculins, hein, en mécanique, en sidérurgie, comment les hommes adaptent et bricolent les règles qui leur sont imposées pour arriver à gérer leur propre ensemble. Et ça va donner par la suite ma thèse sur l'appropriation du travail. Donc les 3 phases de Touraine, le traité de Friedman-Naville, alors c'est très intéressant, il y a le traité de Friedman-Naville apparemment, c'est un traité fait par 2 auteurs. En principe, plutôt coordonné par 2 auteurs, qui en principe travaillent ensemble. Or, on s'aperçoit très vite que Friedman et Naville sont en désaccord profond sur ce qu'est la sociologie du travail. En particulier, Friedman pense qu'on peut étudier la sociologie du travail pour elle-même. Alors ça va être, c'est lui qui va répandre, c'est lui qui va diffuser Maillot-Rutisberger, etc., qu'on lit difficilement dans le texte, c'est gros, c'est compliqué. C'est lui qui va les simplifier et les mettre à la disposition des gens, le machinisme industriel. Bon. Et puis, c'est le titre de son bouquin, un peu plus compliqué, mais en gros c'est ça. Et puis, à côté de ça, Naville, qui est marxiste, et qui dit on ne peut pas étudier le phénomène du travail sans le référer à la société globale, et en particulier sans le référer à la thèse marxiste de l'aliénation. Un gros débat sur l'aliénation. Il y a un numéro de sociologie du travail dans les années 60-64 sur l'aliénation qui est tout à fait intéressant, hein, qui, moi, je trouve toujours d'actualité. Donc, on est là. Alors, on étudie quoi? On étudie dans l'atelier la division du travail, les contraintes que font peser sur le travail la manière dont les gens le bricolent. Hein. Alors, ce qui est intéressant, alors ça, c'est une chose qui m'a frappé, que j'ai lu récemment en lisant Everett Hughes. Hein. On étudie la division du travail, et à cette époque, on ne pose pas le problème
le problème évident de la coopération. Si on crée de la division, on organise des choses en division du travail, qu'est-ce qui fait tenir l'ensemble et comment est-ce que les gens vont coopérer? C'est tout à fait fascinant. Et dans le modèle taylorien, comment s'appelle-t-il le français qui en 1919 fait la théorie de l'organisation du travail, poète, ça va me revenir, explique que l'entreprise mécanique essentiellement est divisée en 6 ou 7 services. Hein. Ça m'agace, je trouve pas le nom. Je retrouve pas le nom, j'ai pas écrit bêtement. 6 services, et il pose la question non pas de la coopération, qui est-ce? Fayol, merci. Henri Fayol. Bon, alors c'est intéressant, nulle part. Alors c'est lui qui fait la théorie de la division du travail. Voilà. Une entreprise doit avoir 7 services différents, les services de production, les services administratifs, de recherche, etc. Et nulle part dans ce livre, vous ne trouvez le mot coopération. Vous trouvez le mot coordination, mais coopération, ça a l'air d'aller de soi. Alors justement, ça ne va pas du tout de soi. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on a beaucoup parlé, je ne sais pas, les auteurs que vous avez lus en parlent peut-être, on a beaucoup parlé de division du travail sans jamais lui accoler le mot de coopération. Et moi, ce que je vais rencontrer dans toute ma carrière de sociologue du travail puis des organisations, c'est le problème de la coopération. Et qui n'est résolu nulle part. Alors on va le résoudre avec le concept de participation, qui à mon avis est complètement différent et n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à ça. On y reviendra tout à l'heure. Alors, là-dessus, Philippe Bernoux, pour des raisons personnelles, descend à Lyon. Et puis là, j'ai l'opportunité, parce que on me dit que c'est possible, de lancer une recherche, alors de lancer un groupe de sociologie du travail. Donc, je recrute 2 chercheurs, 2 jeunes chercheurs, Jean Saglio, Dominique Motte est un peu plus âgé, Jean Saglio qui est ingénieur, qui n'a aucune formation sociologique, Dominique Motte qui est d'origine formation littéraire, et moi je leur dis, écoutez, on va créer un groupe de sociologie du travail, mais pour savoir ce que c'est la sociologie du travail, il faut les travailler. Donc on commence par une observation participante, 4 ou 6 mois en usine, comme ouvrier. Alors c'est là, vous voyez, que l'intuition, hein, l'intuition de départ, elle est présente là, à mon avis. Et l'enquête marche très bien. Très très bien, avec des trucs absolument incroyables. Alors même chose, le désir. Hein. On est 3 chercheurs. Alors on se fait l'idée d'embaucher Saglio, jeune ingénieur, c'était de se dire la technologie pèse très fort sur les comportements et donc prenons un ingénieur qui sait ce que c'est que la technologie. On va travailler entre 5-6 mois et on se réunit régulièrement, si possible 2 fois par semaine, au moins 1 fois. Et chaque fois, on échange, hein, et puis on se donne des champs d'observation. On va observer la technologie. Alors, quelle machine, de quelle manière, etc. On va observer les groupes. Quels sont les groupes? On va observer les relations hiérarchiques. En particulier, c'est très intéressant, le contenu des relations existantes entre les salariés et le chef d'équipe, le contremaître, l'ingénieur. On s'aperçoit par exemple d'un truc qui est évident après coup, hein, mais que le contenu du discours entre l'ouvrier de base, alors moi je travaille dans... Oui alors, pardon, je vais trop vite là. Il y a donc Saglio Saglio, centre de recherche, un centre de recherche qui est un centre, pas un centre de recherche, l'usine d'application de la recherche. Dans une grosse boîte de chimie, c'était Eugène Kuhlmann à l'époque, peu importe. Hein. Donc, le lieu où la recherche avait mis au point une molécule, un truc particulier, on la teste avant de l'envoyer en fabrication directement. Donc, c'est un lieu, du point de vue
connaissances scientifiques très intéressants. Dominique Motte est sur une chaîne de montage chez Berlier. Berlier à l'époque c'est poids lourd. L'usine est toujours là, elle a changé de nom 3 fois ou 4 fois. Chaîne de montage, donc pas mal de technologie. Non. Et moi, j'atterris dans une chaîne d'usinage. C'est-à-dire que nous sommes sur des machines semi-automatiques, séparées les unes des autres, et les pièces passent, arrivent de la fonderie, passent sur une vingtaine de machines et sortent prêtes au montage. Voilà. Alors, oui, alors non, est-ce que, première chose, le désir. Hein. On s'aperçoit donc, on travaille 5-6 mois ensemble, on se voit régulièrement, on se donne des champs, et on se dit qu'on va, chacun de nos domaines respectifs, comment dirais-je, avoir une réponse sur le même schéma. Hein. Si on observe la technologie, c'est quoi la technologie, c'est quoi, etc. Alors si vous lisez le bouquin, a donné un bouquin 3 ateliers d'OS, c'est tout à fait intéressant. Chacun de nous fait une partie en 2 chapitres. Alors le premier chapitre, c'est la description. Et les descriptions sont toutes sur le même modèle. Intéressant. On envoie des gens. Vous travaillez dans une équipe, vous envoyez des gens. Vous envoyez. Dans l'équipe, les gens choisissent de faire tel ou tel ou tel. Décident ensemble de regarder la technologie, les groupes, les relations hiérarchiques, etc., les conflits. Hein, bon. Et là, la description est la même. Mais dans un deuxième chapitre de chacune des parties, le résultat est complètement différent. On n'a pas regardé les mêmes choses. Moi, je regarde ce que je vais appeler l'appropriation du travail. Je constate que dans une chaîne, alors c'est là où ça va peut-être faire le passage avec, mais ça vient maintenant, le passage avec Crozier, dans une chaîne où tout est organisé et planifié, les gens, les salariés, les ouvriers, reconquièrent des espaces de liberté. Et ils vont bricoler les règles, alors pour se les adapter à eux. Alors, pourquoi alors, bricoler ces règles, ça veut dire quoi? Alors moi j'avais constaté que appropriation du travail, le thème, l'appropriation du temps. Les gens, en principe, le temps est décomposé de manière très, très régulière. Toutes les heures, il y a une pause de 5 minutes. Bon. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que les gens bourrent, ça vont vite, hein, en début de poste, et à la fin du poste, on n'a plus rien à faire. Alors c'est extraordinaire, et ça n'a rien à voir avec la présence de la hiérarchie. On travaillait, alors à l'époque, pour les conditions de travail, on travaillait en 2-9, c'était début des années 70, enfin, en 70. Bon, on travaillait en 2-9, 5 heures du matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures l'après-midi, 11 heures du soir. Au passage, ça vous coupe toute vie sociale. On ne peut rien faire. Le matin, quand on arrive le matin, la hiérarchie n'est pas encore là. On arrive à 5 heures, elle arrive à 7h20. On pourrait dire, c'est le moment, on relaxe, elle n'est pas les chefs. Pas du tout, c'est le moment où on bourre tant qu'on peut. Pourquoi? Parce que les gens veulent être sûrs que s'il y a des incidents, ils arriveront quand même à faire leur journée. La journée, là aussi, alors l'organisation du travail, c'est fabuleux. On doit faire 795 minutes en 8h30. Essayez de faire le calcul pour savoir combien ça... Non, complètement dingue. En fait, c'est une règle qui a été établie par le bureau des méthodes, et puis bricolée à la suite de conflits sociaux, etc. Et moi, j'arrive, 795 minutes dans la journée, mais attendez les gars, oui, ça va pas, quoi. Ah, mais c'est compliqué, mon vieux, on a fait grève, et puis ils n'ont pas voulu lâcher sur les salaires, alors ils ont lâché sur les minutes. Tu vois? Alors, non, mais ils ont quand même lâché. L'important, c'est qu'ils aient lâché. Alors, ils ont lâché. Bon. Très bien. Alors, donc, moi, je vois l'appropriation du travail, l'appropriation du temps, l'appropriation de l'espace. Alors, théoriquement, le chef d'équipe affecte qui il veut, où il veut. Eh bien, il peut toujours essayer de le faire. Hein. S'il veut mettre sa ligne en grève complète, alors il y a 2 sous-ensembles, hein, en début de ligne et en fin de ligne. En début de ligne, vous avez un groupe de gens
qui occupent ces postes, qui sont des postes simples, assez physiquement assez éprouvants, mais simples, c'est costaud, quoi. Bon. Là, ils sont sûrs, assez facilement sûrs de faire leur minute. Et puis en fin de ligne, ils se foutent complètement de savoir si c'est techniquement fort ou faible. Puis en fin de ligne, alors c'est tout à fait intéressant, c'est beaucoup plus, évidemment beaucoup plus fin. On reçoit les pièces de la fonderie. Donc au début, on fait du décolletage, on perce des trous, d'ailleurs du début jusqu'à la fin. On disait ça, on fait du copeau. On fait du copeau, c'est-à-dire qu'effectivement, et alors progressivement, au fur et à mesure qu'on avance, la pièce est bâtie de manière de plus en plus précise, et à la fin, ça devient, on travaille, peut-être pas au micron, mais en tout cas au millième de millimètre. Et alors, du point de vue physique, c'était quand même fascinant. C'est des machines plus complexes. Et donc, alors qu'au début, on est à la hauteur de sa machine, à la hauteur du sol, à la fin, il y a une estrade. Et les gars de la fin, ils dominaient la ligne. Physiquement, ça voulait dire quelque chose. Hein. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle les volants. Les volants, c'est les gars qu'on fait passer d'un poste à un autre. Moi qui viens d'arriver, il y a 5 jeunes Tunisiens qui volent aussi, etc. Et alors, jusqu'à quelle heure, moi? Parce que... Moins quart, alors on a encore une heure, on peut ouvrir dans la discussion. Ah oui, pour la discussion, oui, parce que je vois que je suis trop bavard, mais bon, quand on raconte ses souvenirs, enfin, on les articule un peu, mais quand même. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, alors ça, attention, les doctorants, notez bien ça, parce que c'est très important. Hein. Au début, je vois 2 groupes. Donc, les gens en début de ligne, qui font des trucs un peu lourds, un peu difficiles, et puis naturellement, comme on a du temps, alors on était incognito, hein, on pourra éventuellement y revenir, parce que là aussi, si vous me lancez là-dessus, il y en a pour 2 heures. Bon. On était incognito, et l'incognito était vraiment respecté. Alors, schématiquement, si vous voulez, si vous rentrez à 40 ans dans une entreprise, alors, ça se discute beaucoup. Est-ce qu'il faut dire qui on est? Mais on est en 70. Donc 2 ans après 68. 68, j'imagine que ça a dû bouger ici aussi. Hein. Bon, très bien. Donc, il y a dans l'usine, et ça a bougé dans quel sens? Il y a un certain nombre d'étudiants, toujours la même idéologie, qui s'implantent en usine pour expliquer aux ouvriers qu'ils sont victimes du capitalisme, du méchant capitalisme, etc. On appelle ça les établis. Si vous voulez lire un petit roman facile à lire et qui raconte cette histoire-là, lisez L'Établi de Robert Linhart. Hein. L-I-N-H-A-R-T. Robert Linhart, c'est passionnant. C'est un petit livre, ça se lit en 1h30. Bon. Et alors, nous, on arrive à faire une étude qu'on veut scientifique, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on nous confonde avec les établis. Attention, alors si on dit qu'on est sociologue, patatras, on est immédiatement classé. Donc on décide de ne rien dire. Très bien. Alors, il faut s'inventer un passé. Hein, vous arrivez dans un groupe, salut, tu viens d'où? Alors, si vous dites ça va pas. Donc, moi, j'avais fait beaucoup, comme étudiant, j'avais fait beaucoup de stages m'étais fait embaucher dans beaucoup d'entreprises, en particulier Renault. Renault à Paris, c'est à Paris. Donc, c'est quelques mois successifs, l'été, des boulots pour gagner 4 sous, etc. Je l'ai grossi en quelques années et je dis, ben voilà, j'ai été 10 ans ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt. Attention, je savais dans quel atelier et je pouvais nommer le contremaître parce que vous pouvez tomber. Ah, t'as été chez Renault, mais moi aussi, tu étais en quelle année? Ah, bon, donc faut pas avoir l'air, donc faut faire attention. Et puis 10 années chez Renault. Puis pour expliquer les mains blanches, discours, etc., j'ai été 10 ans vendeur dans une librairie papeterie. Attention, je sais laquelle. Je sais ce qu'elle vend. J'ai été la voir. Bon. Qu'est-ce que les gars ont retenu? Alors là, ça nous a tous sidérés parce que Dominique Motte et Sagliu ont fait la même chose. Alors ça, c'est incroyable. On s'y attendait pas. Nous sommes à Lyon. Et moi, j'ai été ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt, à Paris. Et donc, ils retiennent le Parisien. Et alors, le Parisien à Lyon, ça couvre tous les péchés.
Hein. C'est le type qui sait tout, qui la ramène, qui est sûr de lui, qui prend la parole, etc. Donc chaque fois que j'avais des écarts de langage, les gars disaient « T'as vu le Parisien ?» Alors, et Dominique Motte et Jean Segleux, c'est la même chose. Donc, ce que je vais observer, moi, c'est l'appropriation du travail. Alors là-dessus aussi, il y a quand même des trucs. C'est-à-dire comment les gens, à des conditions, savent résister. Et ils résistent en s'appropriant, j'ai dit, le temps, l'espace et la gestion aussi. Et la gestion, c'est intéressant. Hein. Alors, les gars qui sont en début de ligne, puis il faut que je revienne à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Les gars qui sont en début de ligne, ils se foutent complètement. Ils font leur boulot, etc. Les gens qui sont en fin de ligne passent leur temps à faire des remarques sur la mauvaise organisation de la ligne et la mauvaise organisation des machines. Et donc là, ils vont faire passer une pétition dans la ligne pour dire qu'est-ce qui ne va pas sur vos machines. Et on va la remettre à la direction. Ben, cette pétition n'aboutira jamais. Parce que les gars disent, qu'est-ce qui nous emmerde avec ces conneries? Tu fais le boulot qu'on te donne à faire et puis tu fermes ta gueule. Bon, voilà. Hein. Et les autres disent, non, mais attendez, on est quand même... Bon. Donc il y a une triple appropriation. Et alors, c'est dû à quoi ça? Pourquoi est-ce que les gens s'approprient ça? C'est pas de raison économique particulière. Qu'est-ce qui se joue là derrière? Alors, mon interprétation, je pense qu'elle est toujours valable, c'est une appropriation identitaire. Nous, on tient notre qualité d'ouvrier, notre fierté d'ouvrier, on la tient de ce qu'on est capable de se définir comme le groupe qui maîtrise la gestion de l'ensemble. Alors c'est intéressant d'ailleurs. Les gens disent, ça s'appelait les coquilles. Les coquilles, c'est un terme générique. On fabriquait des grosses pièces qui enferment le différentiel dans les poids lourds. Dans les vieux poids lourds qui ont, pardonnez-moi, le cul un peu en l'air, hein, on voit une grosse pièce derrière. Hein, eh bien, on fabriquait ça. Alors, très bien. Nous, la ligne des coquilles, c'est pas la même chose que les autres. Alors, pourquoi c'est pas la même chose? Eh bien, parce que justement, t'as vu comment on s'approprie l'ensemble. Hein. Donc, comment on gère l'ensemble, le temps, l'espace et la gestion. Oui, parce qu'alors, sur l'appropriation de l'espace, le contremaître sait qu'il a deux groupes et qu'il ne peut pas toucher à ces deux groupes. Alors au milieu, il y a les volants. Ceux-là, on peut les déplacer. Un petit peu sur les marges. Mais sinon, l'espace, c'est... au début de l'espace, c'est les ouvriers qui acceptent des charges difficiles. À la fin, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est approprié par les gens. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on les touche. C'est clair. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait... J'ai tout à l'heure les docteurs, attention. Parce qu'au début, je vais essayer de comprendre. Quand vous arrivez dans un groupe, pour l'observer, vous observez quoi? Vous observez les relations entre les gens. Alors, très vite, je vois que mon groupe de tête est un groupe qui est un vrai groupe, est un vrai sous-groupe. Les gens se retrouvent ensemble, hein, ils parlent ensemble, etc. Et puis, un truc simple, hein, le boire et le manger. Élémentaire. Ça sert à quoi le boire et le manger? Ben, ça sert à se nourrir, bien entendu, mais ça sert aussi à définir. Ben, il y a deux manières de boire et de manger dans cette ligne. Il y a sur place à la gamelle. Alors, les gens amènent leur gamelle le matin, et puis ils le font réchauffer parce qu'il y a toujours des bacs à eau chaude à droite ou à gauche. Et puis il y a ceux qui vont à la cantine. Et ça fait deux groupes, ils ne se parlent pas. Et quand ils vont boire un café à la machine à côté, eh bien, ils se mélangent pas. Donc, pourquoi? Alors, je vois deux groupes. Qu'est-ce qui constitue ces groupes? Alors, première approximation, ben, c'est l'origine ethnique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, le premier groupe machine, boulot un peu dur, c'est tous des gens qui viennent de la campagne. Des ouvriers paysans. En fait, alors, je m'apercevrai qu'ils n'ont plus de terre à eux, ils les ont vendus, ou ils les louent,
mais ils se louent pour les travaux des champs. Alors vous avez des trucs extraordinaires. Les types, 795 minutes, ils en font 900 chaque jour, puis le 5e jour, ils n'ont plus rien à foutre. Alors là, ils vont travailler dans les champs, mais à l'usine, ils arrivent pour dormir. Pour dormir. Hein. Moi, j'étais pendant longtemps près de la porte d'entrée, celle-là ou une autre, et pas loin de la porte d'entrée, il y avait une chaudière. Et derrière la chaudière, donc il faisait un peu chaud l'hiver, etc. Derrière la chaudière, on avait mis les chiffons et on pouvait dormir. Alors le gars me dit, t'es près de la porte, si tu vois venir le contremaître, tu m'appelles. Hein. Et puis il va dormir. Et il va dormir pendant toute la journée, sauf au moment du repas. Si. Bon, alors, l'autre groupe, c'est les groupes d'origine ouvrière qui vivent en ville. Alors ceux-là vivent à la campagne, ceux-là vivent en ville, etc. Donc je pense, au bout d'un moment, j'ai compris, ce qui constitue les groupes, c'est l'origine ethnique. D'accord? Eh bien, c'est le péché majeur de beaucoup de sociologues. Pourquoi? Parce que je vais essayer d'expliquer le fonctionnement d'une organisation à partir de critères extérieurs à l'organisation. Et ça, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Il faut regarder dans l'organisation, et à ce moment-là, je m'aperçois que le groupe que je croyais d'origine paysanne, oui, il est bien d'origine paysanne, mais c'est surtout un groupe qui n'a aucun projet professionnel dans l'entreprise. Ils s'en foutent. Ils sont là pour gagner leur vie, un complément de salaire. Et ils se pensent toujours paysans. Et c'est marrant, le matin, hein, on arrive à 5 heures, on bourrait pendant 2 heures, puis à 7 heures, on faisait une pause. Alors le manœuvre allait chercher 3 cafés à l'extérieur, le journal, puis il revenait avec sa pile de sandwich. Alors, comment on lisait le journal? Intéressant. Les gens d'origine paysanne lisent les petites nouvelles de la Verpillière, Grenet, etc. Enfin, ici, la transcription est facile. Et les autres, les ouvriers qui, eux, ont un projet professionnel, lisent les grandes nouvelles de la société. Voilà, le Canada se retire du protocole de Kyoto. Oh, j'exagère quand même cela. Bombardier vend des machines à locomotive. Ma merde, alors il nous pique notre boulot. Enfin voilà, il lisait ça, c'est intéressant. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous creusez un peu, vous apercevez que ces gens-là ont un projet professionnel dans l'entreprise. Alors il y avait une manière de sortir de la condition d'OS. C'était ce qu'on appelait le P1, c'est-à-dire un examen professionnel interne que vous pouvez passer et qui vous permet de ne plus être OS, ouvrier non qualifié. Hein. Ouvrier spécialisé, c'est-à-dire non qualifié, au passage. Bon. Au passage, on donne à l'ouvrier le nom de la machine. C'est la machine qui est spécialisée d'une opération. Et on va appeler l'ouvrier spécialisé, alors que c'est la machine qui l'est. Et les autres, ils vont essayer de passer l'essai de P1, de professionnel premier échelon, et donc quitter le groupe. Et donc, péché majeur, vous n'interprétez jamais une situation dans une organisation avec des critères qui sont extérieurs à l'organisation. Alors, bien entendu, ça joue. Bien entendu, je m'apercevrai qu'on passe d'un groupe à un autre, de l'ouvrier paysan sans projet professionnel à l'ouvrier avec projet professionnel, on ne passe pas en sens inverse. Hein, c'est intéressant, mais il va falloir du temps. Au bout de 2 mois, je crois avoir compris, et au bout de 2 mois, j'ai l'impression que je n'ai pas compris. Sur un incident, je ne vais pas le raconter, parce que sans ça, on y sera encore demain. Bon, alors, appropriation. Alors, vous voyez bien qu'on est loin d'une analyse structuraliste. À une analyse en termes marxistes. Alors, quand on a eu fini l'enquête, on a fait un rapport, bien entendu, puis on l'a envoyé. On l'a envoyé à qui? À la direction et aux confédérations syndicales. Avec une lettre disant, voilà, on les a informés au début. En disant, on vous demande de garder l'information pour vous, pour ne pas faire sauter l'anonymat. On leur envoie ça, et puis on leur dit, si vous voulez, on est prêt à en discuter. Le secrétaire général de la fédération CGT, projet communiste, des métaux, nous envoie une note en disant, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien vous rencontrer. Monsieur Jean-Louis Moineau, bon. Alors on y va.
Et alors là, extraordinaire. Extraordinaire. Il a donc lu le rapport. Alors, il commence par nous couvrir de fleurs. Alors, vous savez, méfiez-vous, hein, quand vous rentrez dans une entreprise qu'on couvre de fleurs, ça va chauffer au bout d'un moment. Alors, il nous couvre, c'est formidable, des sociologues qui vont en usine sans avoir d'idéologie d'établi, etc. C'est magnifique, vous avez très bien fait. Mais quand même, alors c'est le mais, c'est là où on dit attention, mais quand même, il y a des choses que je ne comprends pas. Ce qui est essentiel dans la vie ouvrière, c'est la lutte des classes. Or, vous n'en parlez pas. Vous passez 5 mois en moyenne dans vos ateliers, vous ne parlez pas de la lutte des classes. Ça veut dire quoi, ça? Alors, on a essayé de dire, ben oui, au quotidien, on ne l'a pas vu. Alors, on aurait pu faire une analyse en termes de conflit, de lutte de classe. Mais je ne sais pas si on aurait eu le même résultat. On serait branché sur tout à fait autre chose. On serait branché sur les contraintes, sur, bon, à la limite, l'absence de liberté, etc. Or, ce que nous regardons, c'est au contraire la création de liberté. Et c'est là où l'orientation du début va jouer un rôle discriminant, je l'ai dit, mais je le redis là. On ne regarde pas on ne regarde pas le point des contraintes, on regarde comment les hommes se créent des espaces de liberté. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, donc voilà. Alors, encore un dernier point là-dessus. Ça j'étais assez fier de mon coup, là. Tu me donnes encore combien de temps? 20 minutes? Oui. Une demi-heure? 20 minutes? 20 minutes à 30 minutes. 25 minutes, ça serait. 25 minutes, allez, 25 minutes. Alors, dernière, là j'étais assez fier de mon coup. Qu'est-ce qu'on a lu? Quelles sont les théories? Une des théories, c'est, j'ai dit, la théorie des relations humaines, Maillard-Otis-Berger. Maillard-Otis-Berger vous explique que dans les entreprises, il y a deux logiques. La logique du coût et de l'efficacité, qui est la logique du côté de la direction, et la logique qu'il appelle relationnelle ou affective. Affective, qui est du côté du monde ouvrier. Bon, très bien. Donc, c'est pas idiot. C'est pas idiot, en effet. Ça paraît tout à fait logique. Ce jour-là, je suis affecté, le matin, à 5 heures du matin. Je raconte une petite anecdote qui est quand même, moi, qui m'a tout d'un coup... Et je crois que c'est ces anecdotes qui permettent de comprendre les choses. Je suis affecté à une machine qu'on détestait dans la ligne, c'était la taraudeuse. La taraudeuse, c'est une pièce qui fait un pas de vis à l'intérieur d'un trou qui a déjà été fait auparavant. La perceuse a fait le trou, puis la taraudeuse... Or, cette taraudeuse n'était pas automatique, elle était manuelle. On ne l'aimait pas parce qu'il y avait des projections d'huile. C'est la seule machine qui s'était refroidie avec de l'huile. La plupart, c'est avec de l'eau. Une eau blanche un peu spéciale, mais bon, vous receviez de l'eau sur vous, après tout, c'est pas gênant. De l'huile, c'est plus embêtant. Quand vous alliez sur la taraudeuse, vous aviez des gants qui allaient jusque-là, mais il y avait un espace ici, et plaf, votre veste était pleine d'huile à cet endroit-là, vous avez plein les jambes, un grand tablier plein les jambes aussi, et puis, elle n'était pas automatique. Donc, si vous appuyez trop fort, ou si vous n'avez pas assez fort, vous faites un pas de vis qui n'est pas bon. Alors, vous avez un tampon, des deux côtés, d'un côté ça doit passer, de l'autre côté ça ne doit pas passer. Alors j'arrive ce matin-là, première pièce, alors on avait, dans l'atelier, il y avait d'un côté les pièces usagées, et de l'autre les pièces, pas neuves, mais en tout cas refaites par l'usinage. Donc je prends la pièce de l'usinage, je la mets, hein, première pièce, mauvaise. Merde, réveille-toi Bernou. Bon. Deuxième pièce, mauvaise. Troisième pièce, alors je la change, je me dis, il a dû se tromper, j'en prends une autre, etc. Je passe les détails. Au bout d'une demi-heure, j'avais aucune pièce qui marchait. Alors je vais trouver le chef d'équipe en lui disant, écoute, la machine, elle déconne, quoi. Envoie-moi quelqu'un. Alors le chef d'équipe, ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a, hein, me dit, j'ai personne, débrouille-toi. Mais attends, j'y arrive pas. Eh ben, débrouille-toi quand même. Bon, alors je retourne à mon truc, etc. Ça marchait toujours pas. Une heure après, je vais le retrouver en lui disant envoie-moi quelqu'un, ça marche pas. Il me dit si t'es pas capable de faire marcher la machine, t'as qu'à prendre ton compte et puis foutre le camp. Attention, ça commence à chauffer. Alors, bon, je continue, je prends le paquet, toutes les pièces. Je vais à l'usinage, à l'outillage, pardon,
à l'outillage, qui est l'endroit où on donne les pièces réaffûtées. J'explique le truc au gars, il me dit, écoute, t'inquiète pas, je vais te mettre des tarots neufs. Ah, alors là, au moins ça va aller. J'arrive, tarot neuf, marchait pas non plus. Vous savez, quand vous faites des boulots comme ça, qui sont quand même fatigants, hein, le bruit, etc., et que ça marche pas, au bout d'une heure, vous avez envie de prendre une pièce. Bon, alors, à la pause, je vais retrouver le chef d'équipe, on s'engueule un bon coup, et puis rien, on continue. Et puis, à 8 heures du matin, est arrivée l'équipe de jour, donc l'ingénieur, le contremaître, et tout d'un coup, au bout de la ligne, je vois arriver l'ingénieur contremaître. Alors là, le Parisien, il a du culot, lui. Je tourne le dos à la machine, je m'assieds sur ce qu'on appelle caillebotis. Devant toutes les machines, il y a un truc en bois, un peu surélevé, qui fait que s'il y a de l'eau qui coule ou de l'huile qui coule, vous n'avez pas les pieds dedans. Je m'assieds sur le caillebotis et je croise les bras. L'ingénieur le contremaître, Bernou, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'en ai marre. Voilà, 3 heures que je suis ici. 3 heures que je demande qu'on règle la machine qui manifestement a un problème. C'est insupportable, mais surtout, c'est insupportable, vous me faites travailler depuis 3 heures, vous m'avez payé à non seulement à ne rien foutre, mais à bousiller des pièces. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et alors la réponse est extraordinaire. Alors c'est là où tout d'un coup, logique d'efficacité, logique du sentiment. L'ingénieur me dit, Bernou, ne faites pas la mauvaise tête. Et je me dis, merde, le gars qui a la logique de l'efficacité, c'est moi, et la logique du sentiment, c'est lui. Non mais, quand même. Et alors, je suis très fier de ça parce que ça a été repris récemment dans le bouquin de Thévenot, là, qui est paru l'an dernier, où il cite, en tout cas, ça a été repris à plusieurs reprises, et je crois que la connaissance arrive par la critique des théories antérieures, vous savez. On ne découvre jamais rien. Ex nihilo. Mais on prend une théorie, on approfondit, on se dit, au fond, globalement, elle tient la route, les relations humaines, c'est quand même pas idiot. Mais sur ce point-là, ils se sont loupés. Alors, un petit apport de Bernou à la théorie. Voilà. Alors là-dessus, il faut que j'aille vite ce coup-ci. Pardon. Là-dessus, pendant que je faisais cette enquête, je donnais également quelques cours dans une école d'ingénieurs. Puis là-dessus, à l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, je donnais des cours. Bon, je continue à donner des cours, enfin bon, un peu moins, mais quand même. Et puis là-dessus arrive un poste de sociologue à l'INSA de Lyon. En 70-71, un poste de sociologue dans une école d'ingénieurs, mais personne ne sait ce que ça veut dire, on ne comprend pas. En fait, c'est parce qu'il y a eu une loi qui a été faite sur la formation continue et que le ministère a envoyé quelques postes à travers la France. Il y en a un qui est arrivé à l'INSA et les gens se disent merde. Et de sociologue en plus de ça, en formation continue. Alors comme je donnais des cours, ils me disent, est-ce que tu veux faire de la socio, avoir un poste de maître de conf? Je veux bien un poste de maître de conf, je veux bien. Et puis, alors on me dit, mission, expliquer aux ingénieurs ce que c'est que le monde ouvrier. Donc je sortais de l'enquête 3 AT de l'Ouest, donc ça collait très bien. Alors explique aux ingénieurs ce que c'est que le monde ouvrier. Alors on était en 71, les élèves ingénieurs c'est encore une promotion qui a connu 68. Donc ils viennent tous au cours de sociologie. L'année suivante, mai 68, ça commence à être loin. Alors j'ai déjà plus que la moitié de l'effectif. La 3e année, j'ai pas grand monde. La 4e année, j'ai pratiquement plus personne. Non mais authentique, hein. Authentique. J'ai en gros, sur une promotion de 100, j'en ai une quinzaine, 7 ou 8 qui sont les bons élèves, qui assistent à tous les cours, quoi qu'il arrive. Très bien. Et puis 7 ou 8 élèves qui sont des gauchistes impénitents, qui se mettent au premier rang, qui lisent les journaux gauchistes, la taupe rouge à l'époque, ou bien, etc. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils lisent la taupe rouge, mais ils écoutent. Monsieur, tout d'un coup, on n'est pas du tout d'accord avec ce que vous dites, ça n'a aucun intérêt. Très bien. Et alors je m'aperçois progressivement que la socio du travail et de l'atelier, ils s'en foutent complètement. Et donc il va falloir que... Alors voilà l'événement. Donc il va falloir changer complètement mon fusil d'épaule. Et je pense, Philippe, vous nous avez expliqué à un moment donné qu'il y a à peu près 500 points
le cours est obligatoire, mais ça vaut 3 points. Ah oui, 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 oui. Donc, oui, les oui. gens font l'économie de la classe en investissant ailleurs. Voilà, tout à fait, oui, 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 oui. C'est-à-dire, voilà, puis je m'étais donné également, je m'étais dit, on ne peut pas obliger les ingénieurs, bon, les élèves ingénieurs, les premières années, qu'est-ce qu'ils font? Ils bidouillent la technique, voilà. Ce qui les intéresse, c'est ça, l'informatique, la chimie, alors les molécules, etc. La sociologie, rien à foutre. Et puis en dernière année, ils se disent, attendez, on est en septembre, et dans 8 mois, je vais être ingénieur et j'aurai à commander. Et comment ça va se passer? Alors je me faisais l'effet du curé qui fait venir ses ouailles en leur disant, vous savez, si vous venez pas, vous irez en enfer. À peu près ça. Bon. Donc ils viennent. Alors donc, si on fait de la sociologie du monde ouvrier dans l'atelier, ils s'en foutent. Par contre, ils attendent quoi? Alors, j'essaie de comprendre, j'ai fait parler, et là je me rends compte que ce qui les intéresse, c'est la sociologie des organisations. Et donc je passais de l'atelier à l'organisation sous la pression des étudiants. Hein, ils servent à quelque chose, quelquefois les étudiants. Pas toujours, mais quelquefois quand même. Et donc je vais essayer de monter un cours où je leur fais comprendre comment fonctionne une organisation, quelle peut être la place de l'ingénieur. Assez simple. Et à l'époque, qu'est-ce que j'ai? Alors, même chose, quels sont les outils théoriques que j'ai sous les yeux? C'est l'analyse de Crozier, mais le phénomène bureaucratique d'abord, hein, avant d'être l'acteur et un système, puis Marsh et Simon, la rationalité limitée, et puis quelques auteurs, Selznick, etc. Bon. Alors, je prends Crozier, et en effet, ça explique beaucoup de choses. C'est très intéressant. Ça permet de comprendre comment fonctionne un ensemble. Oui. Alors, encore une anecdote, mais bon, les étudiants en dernière année à l'INSA faisaient l'essentiel de la notation, c'était le mémoire de stage. Ils faisaient un stage en entreprise. Et, bon. Et le jeu, pour les étudiants, l'enjeu, hein, c'était un enjeu de prestige. On m'a donné, j'ai trouvé une entreprise de prestige qui me rémunère et qui me donne un boulot intéressant. Fabuleux. Alors, cette année-là, 3 étudiants se voient offrir un sujet de recherche par la compagnie Air France, hein, de prestige, avec une petite rémunération à la clé, avec des voyages avec beaucoup de réductions dans le pays, de Lyon à Bordeaux, je ne sais pas où, et puis un sujet tout à fait intéressant, qui était un sujet très simple, je me souviens de ça, hein. Qu'est-ce qu'un chef d'escale a le droit de réserver sur une ligne régulière et jusqu'à quand? Voilà, je ne sais pas, Paris, Montréal, Calgary, comme ça. Bon, le chef d'escale de Montréal peut garder combien de places et jusqu'à quel moment? Un petit calcul informatique génial. Et le chef du service informatique qui leur dit ça, qui est, attention, hein, là aussi, qui est situé non pas au siège social à Paris d'Air France, mais près de Nice à Sophia Antipolis, c'est là qu'est le centre de recherche informatique, leur dit, bon ben voilà, j'ai pris les contacts avec le service commercial, ils vous donneront tous les renseignements que vous voudrez. Parfait. Donc, les 3 étudiants téléphonent au service commercial à Paris. Et là, pendant 3 mois, on joue Kafka, le château de Kafka. On ne l'a pas vu, on sait qu'il est là, mais on doit en approcher, on ne sait pas, etc. Alors là, c'était le directeur commercial, son adjoint, il y a 3 noms. Ah, il vient d'aller en rendez-vous, il est en déplacement, il vous rappellera. Ça dure 3 mois, cette plaisanterie. Et ça se passait en janvier, je me souviens. Et je fais une étude de cas, je ne sais plus laquelle. Et les gars me disent, écoutez, monsieur, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On a un sujet magnifique. Le gars du service informatique nous dit, mais insistez, il va vous répondre. Et puis en fait, il n'y a pas de réponse. Alors je dis au gars, faites-moi l'organigramme. Ils disent, quoi? L'organigramme? C'est quoi l'organigramme? Bon, très bien. Alors la réponse était évidente.
il y avait Paris, service commercial, il y avait Sophia Antipolis à Nice, et puis il y avait un service d'études d'Air France qui était situé je ne sais plus où, dans le centre de la France, à Orléans ou à Tours, hein, et alors les relations entre le service informatique et le service d'études étaient exécrables. Et donc, le problème des réservations de places aurait dû le donner aux études, mais comme le service informatique les détestait, c'est des cons, et ils ne sont pas capables de faire coopération, hein, pas capables de faire quelque chose, on le donne aux étudiants de l'INSA. À partir de ce moment-là, on a dénoué le problème. Alors, téléphoner au service informatique en disant voilà où est le problème. Ah oui, effectivement, ça peut poser des questions. Pourquoi? Au début, le service commercial, même chose, la durée. Au début, le service commercial ne voit pas le coût. Et comme le directeur du service informatique demande, ils disent, mais ok, il n'y a pas de problème. En effet, les ingénieurs INSA de 5e année en informatique, ils sont bons. Donc on peut leur confier ça. Ils ne voient pas du tout que ça va provoquer un problème avec les études, qui apprennent ça, et qui dit à la direction commerciale, si vous donnez les renseignements, on vous prévient, on ne travaille plus pour vous. Enfin, bon, très bien. Et du coup, c'est paralysé. Donc, alors je dénoue ça. À partir de ce moment-là, Bernout a le meilleur. C'était bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'utilise quoi? J'utilise là, si je prends l'exemple que je viens de donner. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu de pouvoir, ce que raconte Crozier, ou est-ce que c'est autre chose? Au point de départ, ça apparaît un jeu de pouvoir. Et je crois que, la théorie de Crozier, j'imagine que vous la connaissez un peu schématiquement. Bon. Crozier met au centre de l'analyse du phénomène bureaucratique, alors ça c'est important, au point de vue théorique, au centre du phénomène bureaucratique, qui est l'œuvre, à mon avis, la plus intéressante de Michel Crozier. Paru en 62, c'est comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il montre que dans une société, et ça reste valable aujourd'hui, de toutes les manières, dans une société qui prévoit, qui organise au mieux son fonctionnement, qui prévoit le maximum de choses, en fait, le pouvoir, il va se développer des zones de pouvoir parallèles qui vont contrevenir cette organisation soi-disant parfaite. C'est clair mon truc? C'est-à-dire que le phénomène bureaucratique, c'est un système où tout est prévu. Alors en particulier, le fameux atelier je pensais le dessiner, mais pas trop de temps. Le fameux atelier du phénomène du système bureaucratique, l'atelier des Seita, où il montre qu'il y a un chef d'atelier, il y a 3 groupes. Il y a un acteur, un chef d'atelier et 2 groupes, les ouvrières de production, les ouvriers d'entretien. Tout est prévu. Tout. Alors, si une ouvrière de production est malade, elle doit être remplacée, on doit faire appel à la plus ancienne qui décide si elle veut, pas, etc. Bon, le système de salaire, tout est prévu, tout. Sauf quoi dans un atelier? Sauf les pannes. Et alors, qui est la zone d'incertitude pertinente? Alors, Crozier explique une organisation à travers les zones d'incertitude, c'est-à-dire les lieux où l'entreprise, où le fonctionnement de l'entreprise n'est pas défini, les zones d'incertitude pertinentes, et c'est là que va se jouer le pouvoir. Et il n'a pas de mal à montrer que le chef d'atelier, qui en principe régit tout, mais il ne régit rien puisqu'il a un règlement qui lui impose tout, voit son pouvoir contesté par les ouvriers d'entretien. Et s'il est mal avec les ouvriers d'entretien, les ouvriers d'entretien, au lieu de faire la réparation en 1 demi-heure, ils la font en 4 heures. Donc le chef d'atelier est pieds et poings liés à ses ouvriers d'entretien. Et donc, Crozier va utiliser le pouvoir, non pas comme il le dit, pour structurer l'organisation, mais va utiliser le concept de pouvoir pour montrer que là où l'organisation ne définit pas les choses, se joue un jeu de pouvoir. C'est clair. Donc, au début, moi j'enseigne Crozier sans trop voir, en disant le pouvoir est central. Mais si je reprends l'exemple des ingénieurs et d'Air France, qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que c'est du pouvoir
ou est-ce que c'est d'autre chose? Est-ce que c'est de la légitimité? Je fais bien comprendre? C'est-à-dire que le directeur du bureau d'études fait pression sur le service commercial pour qu'il ne donne pas les renseignements. Pourquoi? Alors Crozier dit c'est du pouvoir. J'en suis pas tellement sûr. Et alors ça va me permettre, alors je passe rapidement, allez voir. Oui, alors donc Crozier, le phénomène bureaucratique, l'acteur et le système, qui est la truc le plus théorique et le plus intéressant, qui paraît en 77, qui s'inspire de Marsh et Simon, la critique de la bureaucratie, la rationalité limitée, etc. Ce schéma, à mon avis, fait une place trop grande donnée au phénomène du pouvoir et il n'explique pas pourquoi les gens se battent pour le pouvoir. Est-ce qu'ils se battent pour le pouvoir lui-même ou est-ce qu'ils se battent pour autre chose? Et je me rends compte progressivement que, en fait, c'est pas une bataille pour le pouvoir, c'est une bataille pour la légitimité, les logiques d'action. Quelqu'un a parlé de logique d'action ici tout à l'heure, je ne sais plus qui. La logique d'action, c'est un concept, à mon avis, tout à fait intéressant. Les gens ont construit leur place dans l'organisation avec un regard particulier sur les mêmes objets. Me fait bien. Enfin, bon. Le service d'études a une manière de voir les choses qui est différente du service informatique. Et ce qui va créer le conflit, c'est pas tellement qu'il cherche du pouvoir, c'est qu'il regarde le fonctionnement de la compagnie, l'objet, les lignes, etc., les réparations, d'une manière qui est différente. Et c'est ces logiques qui font les conflits de pouvoir. Et du coup, moi, je veux progressivement me détacher de Crozier, parce que je trouve que son interprétation par le pouvoir est tout à fait insuffisante. Et que derrière ça, il se joue autre chose. Alors, pour revenir au travail, pendant ce temps-là, je crée un groupe de recherche. Bon, je l'ai créé en 75. Bon, un groupe de recherche qui s'intéresse surtout au travail et aux relations professionnelles. Mais la pression, l'événement, c'est la pression des étudiants qui fait que progressivement, je m'intéresse moins au travail. Et je m'intéresse davantage aux organisations. Et alors, ça va m'amener à remettre la critique de l'analyse Crozier par le pouvoir amène à poser le problème de la coopération. Ce que j'ai rencontré partout. Chaque fois que j'ai fait une observation, non pas du travail proprement dit, mais de l'organisation, l'entreprise. Partout, je trouve des problèmes de ce qui paralyse nos entreprises. Je dis nous parce que je pense que peut-être à peu près la même chose ici. C'est des conflits de pouvoir, mais pour moi, le pouvoir, si vous voulez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et derrière le pouvoir, il y a autre chose. Il y a des gens qui revendiquent une manière de voir qui leur est particulière. Et c'est cette manière de voir qu'il faut articuler avec les autres. Et le problème de la coopération me paraît aujourd'hui le problème central sur lequel il y a des réflexions, mais tout à fait insuffisantes. Alors, pendant longtemps, on a parlé de participation, mais la participation est tout à fait insuffisante comme concept. Parce que ça veut dire que j'ai fait un projet, voilà le projet, alors maintenant, vous allez participer. Vous allez participer. Troisième partie, bon, je vais m'intéresser au courant qui, en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, en France et dans le monde anglo-saxon, va déboucher sur un regard différent, qui sont les théories des conventions. Boltanski-Thévenot, ça vous dit quelque chose? Bon. Théorie des conventions et la théorie de la traduction de Latour, Calon Latour. La théorie de la traduction qui est en anglais c'est non network theory, mais c'est pas seulement le réseau, c'est beaucoup plus le j'ai pas écrit ici,
Alors, la théorie des conventions, c'est quoi? La question, alors même chose, quand vous avez une théorie, il faut vous dire quelle est la question que se sont posées les gens qui ont écrit cette théorie. Il dit, pour Crozier, c'est comment se fait-il que l'organisation ait tout prévu ait des conflits de pouvoir? Bon, très bien. Alors, dans mon hypothèse, les conflits de pouvoir sont insuffisants à expliquer les choses. Hein. Derrière ça, il y a des logiques. Alors, la théorie des conventions part d'une question qui est très particulière, c'est qu'est-ce qui fait tenir? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe tient? Intéressant. Qu'est-ce qui fait que le groupe que vous représentez ici, le CRIMT, existe? Bon. C'est quoi? Ben, c'est évidemment l'importance accordée à la recherche. Si vous êtes dans un milieu marketing, si vous demandez, après 1h30 de conférence de Bernoux, ça a rapporté combien cette affaire-là? Vous pouvez pas tenir dans le groupe. Vous pouvez pas tenir dans ce groupe. Si chaque fois que vous sortez d'un cours comme ça, vous dites, fric, combien? Bénéfice, combien? Très bien. Ça marche pas. Donc, on va s'intéresser aux logiques qui font que le groupe tient parce qu'il accorde une importance particulière à tel ou tel aspect des choses. Le marketing, ce sera quel bénéfice on va tirer, la formation, c'est bon, quelle connaissance de plus on a, etc. Et vous jugez là-dessus. Et donc, on n'est plus du tout dans une réflexion sur le pouvoir, on a une réflexion tout à fait ailleurs, qui est qu'est-ce qui fait que le groupe tient et comment s'organise la coopération à l'intérieur de ces groupes. Alors je ne veux pas en dire plus sur la théorie des conventions, parce qu'il faut laisser... Bon, mais voilà. Alors, la théorie de la traduction, c'est encore autre chose, mais c'est un peu la même idée. La théorie des coquilles Saint-Jacques, ça dit quelque chose ici à quelqu'un? Non? Ah, il y en a un ou deux qui connaissent? Bon, alors on va faire passer un examen. Écrit. Bon, alors, c'est la théorie de la traduction, à mon avis, rentre dans cette même perspective. C'est comment obtenir une coopération entre les différents acteurs, hein, et comment obtenir cette coopération à l'occasion d'un changement. Du coup, moi, je vais m'orienter vers le changement dans les organisations. Alors, l'histoire des coquilles Saint-Jacques est simple, on peut la résumer. Puis, hein, au début des années 70, on s'aperçoit que les coquilles Saint-Jacques, les pétoncles ici, pétoncles. Et si vous voulez apparaître savant, vous pouvez prendre le terme latin, Pecten maximus. Nous avons fait une étude sur Pecten maximus. Alors, les pétoncles, coquilles Saint-Jacques, disparaissent des côtes bretonnes, on ne sait pas pourquoi. En gros, il y a 3 explications possibles. Une maladie, des courants marins, en particulier parce qu'on a fait partout des ports de plaisance et que donc ça a complètement bouleversé l'écosystème des ports, et puis un prédateur. Un poisson prédateur, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, et il n'y a pas d'études qui ont été faites. Les seules études qui ont été faites ont été faites par les Japonais, mais leurs coquilles Saint-Jacques, leurs pétoncles ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors ici, je ne sais pas si c'est plutôt les pétoncles japonais ou les pétoncles bretons, j'en sais rien. Enfin bref. Alors, et moi, ça disparaît, les marins-pêcheurs perdent leur boulot, bon, alors les pouvoirs publics s'émeuvent et puis provoquent un colloque. Et en particulier, ils font venir des représentants des marins-pêcheurs et des représentants des chercheurs. Chercheurs, CNRS à Brest, il y a l'IFREMER, etc. Et vous avez donc 3 acteurs qui sont les marins-pêcheurs, les chercheurs, les pouvoirs publics. Bon, coquille Saint-Jacques, enfin bon. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Ils ont une réflexion sur les non-humains qui est tout à fait intéressante. Est-ce que les coquilles Saint-Jacques sont un acteur? Alors, ils ne sont pas acteurs parce qu'ils n'ont pas conscience du sens qu'ils donnent à leur action. En tout cas, on ne le sait pas. Mais ils sont acteurs au sens où, premièrement, ils ont des réactions inattendues. Et même quelquefois, les machines informatiques tombent en panne, figurez-vous. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, 1, ils ont des réactions inattendues. 2, ils sont pleins d'humains. Mais
d'humains de logiques différentes. Alors il y a le technicien informatique qui a conçu le programme, bon, mais il y a également tel et tel acteur qui l'ont influencé à tel et tel sens. Donc pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du non-humain qu'est le programme informatique, il faut remonter la chaîne de ces concepteurs. Et elle peut varier. Donc je dis, ils ont des réactions inattendues, ils sont pleins d'humains, et puis troisièmement, les humains les font parler. Alors si la machine tombe en panne, si tombe en panne, mais il va y avoir 3 ou 4 personnes qui vont dire est-ce que vous avez regardé ci, etc. Donc la machine, on la fait parler. Donc on va dire que le non-humain est un actant. C'est très intéressant ça, et je crois que ça amène une réflexion sur l'objet technique, je n'ai pas le temps de la développer, mais qui est tout à fait passionnante. L'objet technique, ou le non-humain, technique ou animal, le non-humain est un objet qui est pas un acteur, mais qui a des réactions d'acteurs. Et donc il faut la prendre, il faut la creuser dans ce sens-là. Bref, coquille Saint-Jacques, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors finalement, on décide plutôt, on fait une analyse des acteurs et de leurs enjeux. Alors, les marins-pêcheurs, c'est un acteur, c'est clair. Quel est l'enjeu des marins-pêcheurs? Alors, on pourrait dire c'est leur salaire. C'est pas d'abord ça, c'est leur métier. Ils veulent garder leur métier. Si vous leur dites, au lieu d'être marin-pêcheur, vous serez jardinier à Saint-Malo, même avec un salaire égal, ça ne marchera pas. On aura des conflits. Deuxièmement, les chercheurs. Qu'est-ce qui fait? Quel est l'enjeu d'un chercheur? Qu'est-ce qui fait courir un chercheur? Qu'est-ce qui fait courir un chercheur? Mais non, chercher. C'est le renom, cher ami. C'est le renom. Qu'est-ce qui fait? Voilà, Philippe Bernoux, il est à la retraite, mais quand même, mais il est invité au CRIMT, etc. Bon, là, c'est déjà du prestige. C'est pas pour l'argent, ça c'est sûr. C'est pas pour l'argent, ça c'est sûr. Et c'est aussi bien comme ça. Bon, voilà. Qu'est-ce qui fait croire un chercheur? Ben, c'est si je fais la conférence d'ouverture du congrès mondial de Sydney sur les coquilles Saint-Jacques, tout frais payé, mais pas d'argent, ça c'est le prestige. Hein. Attention, je le mets dans mon CV et du coup, très bien, ça me valorise. Et puis, donc, les marins-pêcheurs, le métier, les chercheurs, le renom, les pouvoirs publics, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait courir les pouvoirs publics? C'est la paix sociale, quoi. Ils veulent éviter que le jour où le ministre vient, on leur déverse des tonnes de coquilles Saint-Jacques, de pétoncle vivant, pour que ça pourrisse bien, hein, devant la préfecture. Voilà. Alors, comment faire en sorte que ces acteurs, dont les enjeux sont différents, arrivent à se rencontrer, à se parler? Alors, c'est là où ils ont été très forts. Et en fait, Calon Latour n'ont fait qu'analyser ça. L'idée, ça a été de dire, il faut les faire travailler ensemble, en particulier les marins-pêcheurs et les chercheurs. Pour les faire travailler ensemble, il faut trouver une question qui les intéresse tous, les deux, et un moyen qui les oblige à collaborer. Alors la question, vous allez trouver d'une banalité affligeante, mais ils ont dit, comment se reproduisent les coquilles Saint-Jacques? Alors déjà, c'est une question beaucoup plus technique. Hein. C'est pas pourquoi elles ne sont plus là, comment est-ce qu'elles se reproduisent? Et deuxièmement, pour obliger un travail commun, cette question va être traduite dans un laboratoire, et c'est là où il y a un coup de génie, un laboratoire en mer, que les marins-pêcheurs sont seuls capables d'observer. Alors on découpe dans la baie de Saint-Brieuc, en l'occurrence, une section, et les marins-pêcheurs sont chargés régulièrement de faire des observations et de les rapporter aux chercheurs. Et ça les oblige à discuter ensemble. Et à partir de ce moment-là, on crée un common knowledge, c'est-à-dire une connaissance commune entre les deux. Et à partir de là, ils sont arrivés progressivement à une solution qui a commencé en particulier par un quota de pêche que les marins-chercheurs ont refusé à tous les coups si on leur avait imposé. Mais là, en travaillant avec les chercheurs, ils se rendent bien compte que il faut à un moment donné arrêter. Alors on va mettre provisoirement un quota de pêche. Et c'est les marins-pêcheurs vont être d'accord, parce qu'ils sont associés. Autrement dit, on a fait une co-construction. Et si on veut obtenir un changement dans les organisations, si on veut obtenir la coopération, il faut
bâtir un système qui soit co-construit entre les principaux acteurs. Alors, je crois que le mot intéressant de la théorie de la traduction, c'est la co-construction qui permet une coopération. Voilà, j'ai été... Bon, alors voilà, j'en suis là. Actuellement, j'essaie de travailler sur les fusions-acquisitions. Beau sujet aussi. Alors voilà, la coopération, là, c'est souvent l'inverse. Je suis plus fort que toi, je t'absorbe. Bon, puis tu verras bien, ça sera sûrement très bien. C'est pour ton bien. Voilà. Alors, bon, mais voilà. C'est passionnant et intéressant et on le voit bien dans les réactions et on ouvre la discussion. Et dans la mesure où on fait un enregistrement de la séance, je vous prie d'utiliser le micro quand vous posez des questions. Alors, signalez-vous. C'est un long parcours. Vous pouvez choisir entre les coquilles Saint-Jacques et les cadeaux de gauche. Et le micro, c'est juste pour l'enregistrement. Oui, j'en ai bien. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant. Surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, c'est ce qui m'intéresse, les logiques d'action. Donc, j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir était que la pointe émergente de l'iceberg. Et j'aimerais savoir, comme les logiques d'action, il y a beaucoup d'informels, j'aurais aimé avoir des exemples concrets de comment vous avez réussi, par le biais des anecdotes, notamment, à évaluer ces mêmes logiques d'action. Parce qu'une phrase qui m'a frappée dans votre exposé, c'est que vous croyez que les anecdotes sont ce qui vous aide à comprendre les choses. Ce qui vous aide à comprendre les choses. Vous avez mentionné ça en début. Donc, j'aurais aimé juste avoir quelques exemples concrets sur votre manière d'évaluer ça. Ce qui me paraît intéressant d'évaluer... Oui. Je vais juste dire qu'on a à peu près 10-15 minutes au max pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont venir tout de suite après? Est-ce que c'est sur le même thème, Philippe? Oui, à peu près. Donc... Mais peut-être c'est dans ce sens-là. On va prendre 2-3 questions pour commencer. On prend les 2-3 questions et à réfléchir entre-temps, Philippe, et puis à revenir avec une réponse commune et on fera une autre ronde de questions. Donc, c'est plutôt il y avait une réflexion un peu personnelle parce que je peux dire effectivement que votre témoignage a touché chez moi une corde assez sensible. Effectivement, et c'est un problème, je dis, quelque chose qui me pose problème dans la théorie sociologique. Je trouve effectivement qu'il y a une absence d'études des phénomènes de coopération. Et pourtant, effectivement, ils sont, c'est des problèmes qui sont tout à fait contemporains. Quand on étudie à la fois des problèmes de gestion concrète dans les organisations, le thème de la coopération, etc., et tout ce qui tirerait vraiment premier. À la fois ma réflexion et surtout même la question que je voudrais vous poser, est-ce que dans la tradition française de la sociologie, le pouvoir n'a pas, le concept de pouvoir n'a pas masqué en fait le concept de coopération? En d'autres termes, pourquoi a-t-on appelé toujours cela pouvoir, alors que la définition de Crozérienne et de Friedberg du pouvoir est un échange négocié de possibilités d'action? Donc, c'est vraiment trois choses importantes. C'est un échange, il est négocié, il est plus ou moins négocié dans le cadre du phénomène bureaucratique. Il est plutôt moins que plus, mais enfin, quand on analyse beaucoup de situations, il y a quand même du donnant-donnant, et on échange des possibilités d'action. Alors la question c'est, pourquoi a-t-on appelé ça pendant aussi longtemps du pouvoir? Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Il ne faut pas perdre de vue la première question sur les logiques d'action et le rôle des anecdotes. Une autre question tout de suite ou on va avec ces deux questions, Philippe? Une fois, deux fois, bon. Écoutez, pour dire les choses simplement, je crois que les logiques d'action, c'est le fait que les mêmes objets sont vus différemment par les personnes qui s'en occupent. Alors, en sociologie industrielle, l'exemple classique, c'est la machine technique, vue par le service production et vue par le service entretien. Eh bien, c'est pas la même chose.
ils ne regardent pas les mêmes objets, les mêmes choses dans le même objet. Alors, des exemples concrets, toutes les tensions et les conflits dans les entreprises, la majorité peuvent être rapportés à ça. Alors, moi, j'ai passé mon temps à montrer que la manière de regarder les objets était différente selon les services. Et alors, ça va. L'exemple, j'ai fait une enquête, c'est une des dernières que j'ai faites, il y a quelques années, dans une entreprise de chimie, fabriquer du silicone. Silicone, c'est le truc qu'on met sur des vitres, etc. Bien. Ils avaient décidé d'introduire une nouvelle machine. Une nouvelle machine, il fallait voir. Ça prenait l'étage, quoi, complet. Ça allait. Alors, c'était entièrement automatisé. Il y a eu un conflit de pouvoir autour de l'introduction de la machine fantastique. Or, ce conflit de pouvoir, c'était quoi? C'était que la production voulait une machine d'un certain type, parce que ça lui correspondait, parce que ce qu'elle voyait, c'était cet aspect dans la machine, et que le bureau d'études voyait autre chose. Et donc, je crois que les logiques d'action, ça part de l'idée que le même objet est vu différemment. Alors, c'est difficile d'admettre. Enfin, une voiture, c'est une voiture, oui, c'est vrai. Mais si c'est vous qui la conduisez ou si vous la venez au garage, c'est pas le même objet. C'est pas le même objet. Et je crois qu'on a beaucoup de... Oui? Non, je l'avais dit, mais il y a beaucoup d'informels derrière tout ça. Il Le? y a beaucoup d'informels dans cette compréhension différente d'un même objet. Donc, c'est un peu ça, les indicateurs concrètement. Comment vous êtes arrivé à jauger cet informel? Parce que oui, il y a un regard différent officiellement, mais il y a aussi des ingrédients, comment vous dire, plus implicites. Vous êtes obligé... Alors, on ne peut pas jauger l'informel, ça je crois pas. Mais par contre, on peut voir l'effet de l'informel sûr. Hein? Alors, il faut partir de l'idée que personne ne va dire cette machine, cette bouteille, pour moi qui ai soif, ou pour qui n'avez plus soif, c'est pas la même bouteille. Attendez, vous rigolez ou quoi? C'est quand même une bouteille d'eau. Ah non, c'est pas la même chose. Et donc c'est très difficile de faire admettre ça. Alors vous voyez, je crois que c'est autour de ça qu'il faudrait réfléchir. Alors sur le problème de la coopération, moi je crois qu'en effet, premièrement, alors ça, je ne sais pas pourquoi, je crois que la sociologie du travail nous a un peu foutu dedans. Friedman, mais les autres aussi, la rationalité limitée, etc., vont parler de... alors peut-être qu'il y a... pardonnez-moi, vont s'appesantir sur le drame que constitue la sociologie du travail, la division du travail, le drame que ça constitue, parce que si on prend l'atelier, alors ça c'est la sociologie du travail proprement dite, si on prend l'atelier, ça veut dire que les gens sont déqualifiés. Friedman, où va le travail humain? Point d'interrogation. Et il répond, dans la 3e édition, il dit si j'avais pensé, j'aurais mis où va le travail humain, sous-titre à sa perte. Voilà. Donc la division du travail, c'est la perte du travail. Et donc, la coopération, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Je crois que c'est tout à fait frappant. Enfin, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il me semble que le terme est absent. J'ai pris l'exemple de Fayol tout à l'heure, mais lui, il voit coordination, il ne voit pas coopération. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, Crozier, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir en tant que concept comblant les failles d'une organisation parfaite. Voilà. C'est ça qui l'intéresse. Et il ne voit pas la coopération non plus, lui. Ça ne l'intéresse pas. Mais je vais jouer, là, si vous permettez, l'avocat du diable ici, dans le sens que si on remplace le fétiche de la coopération ou le fétiche du conflit par une fétiche de coopération, oui. Est-ce qu'on est plus avancé ou est-ce qu'on n'est pas toujours les mêmes problèmes? Il y a une autre question qui vient... Je vais faire exactement la même remarque. Si on conçoit l'organisation comme un entrelac, si on conçoit l'organisation, Philippe, comme
un ensemble de zones de coopération et de conflit. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que la coopération qui tient les organisations. Alors évidemment, Crozier, c'est peut-être davantage intéressé aux zones de conflit. D'où la notion de pouvoir. C'est sûr que le pouvoir, le conflit sont des concepts intimement liés. La coopération, la co-construction des espaces de coopération, c'est une autre logique qui cohabite au sein des organisations. Et je pense qu'il faut penser l'organisation aussi dans ces zones de conflit. Alors, là, je crois par contre que Crozier a raison. Il dit l'incertitude, le conflit comme la coopération, et il ne dit pas coopération, mais c'est sous-jacent, le conflit naît de zones d'incertitude qui sont... le concept de zone d'incertitude est très, très important chez lui. Comment ? Qu'on cherche à contrôler. Qu'on cherche à contrôler, voilà. Bon, c'est très important. Alors, c'est très organisationnel. Alors, c'est vrai que la question posée ici est tout à fait intéressante, c'est le lien entre la sociologie du travail qui s'intéresse aux conditions de travail et aux rémunérations, etc., et la sociologie des organisations. Et là, il y a un espace qui n'est pas comblé et qui repose très précisément sur ta question. Est-ce que le conflit, ou la question de Grégor, est-ce que le conflit, est-ce que la coopération nuit au conflit? Vu par des sociologues du travail, on aurait tendance à penser que oui. Vous voulez faire une entreprise fusionnelle, où tout le monde coopérera. Et vu du côté des organisations, c'est tout à fait différent. Donc il y aurait une harmonisation là qui est difficile à saisir. Je ne sais pas s'il y a eu des travaux faits là-dessus, entre l'opposition entre sociologie du travail et sociologie des organisations, à travers le jeu de la coopération et du conflit. Mais je crois, pour répondre à votre question, que le conflit a gommé la coopération. Alors, c'est très clair, longtemps, absolument. Dans les années 60-70, comment ? Pardon ? Dans les années 60 et 70, c'est le conflit. Absolument, absolument. Donc il y a deux sources de l'élimination de la coopération, c'est celle-là, et puis le fait que le fait qu'on n'a pas pensé à la division du travail en termes justement de coopération. La multiplication des disciplines ou des sous-disciplines, l'informatique aujourd'hui, il y en a, bon, ça crée des zones potentielles de conflit, enfin de non-coopération, et donc de conflit. Mais je crois que la question, moi j'ai pas de réponse à ça, mais je crois qu'elle est tout à fait intéressante et importante, le lien entre sociologie du travail et sociologie des organisations à travers le thème coopération-conflit. Ce serait très intéressant, il y a un article à écrire là-dessus. C'est donc, et je suis obligé d'arrêter là pour poursuivre des discussions plus informelles, mais on voit qu'il y a matière que Philippe revient nous visiter autour d'un objet très précis qui est ce mouvement d'une sociologie du conflit vers une sociologie de la coopération pour aller où il va nous le dire, et en même temps on voit qu'il y a amplement de matière à poursuivre la discussion. Mais au nom de nous tous, Philippe, je tiens à vous remercier de cette contribution assez panoramique et remarquable, et d'autant plus intéressant parce que les gens sont à des étapes différentes de leur cheminement intellectuel, et c'est très intéressant de voir là où a été Philippe Bernoult à différents moments, et l'interaction avec les mouvements à la fois de la société, des approches théoriques, et on ne peut que vous remercier énormément de cette contribution et ce cours de maître. Merci Philippe. Merci à vous. Bon, moi c'est dommage que ça finisse.